Grande table spéciale livre jusqu'à 13h30 à partir des classiques. Comprendre l'Europe d'aujourd'hui et imaginer celle de demain. Quelle lecture nous recommande-t-il la bibliothèque européenne de nos invités? Le journaliste essayiste Bernard Guetta, tout d'abord prix Albert Londres et le prix européen de la presse, ancien correspondant du Monde à Varsovie, Washington ou encore Moscou. Jusqu'à la saison dernière, il était l'éditorialiste géopolitique de nos confrères de France Inter. Bernard Guetta qui publie aujourd'hui l'enquête hongroise chez Flammarion, premier volet de son tour du monde. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Et deux voix émergentes du journalisme et des idées. Salomé Saké tout d'abord, de la revue en ligne Le Vent se lève, média alternatif et d'opinion qui veut réinventer la gauche et qui souhaite aussi s'engager dans la bataille culturelle, c'est-à-dire dans la bataille des idées. Bonjour Salomé Saké. Bonjour. Et avec nous aussi la youtubeuse Tatiana Ventose, présentatrice du Fil d'Actu, une émission qui se dit responsable et éthique, qui cherche surtout à donner ou à redonner du sens à l'information. Alors dernière émission parue, mise en ligne, Union européenne, protection ou prison. Vous êtes la co-auteur aussi avec Greg Tabibian de Jusqu'ici tout va très mal, antidote au chaos politique chez Plomb. Bonjour Tatiana Ventose. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous. On commence avec une petite question d'actualité. Bernard Guetta, candidat, vous ne l'excluez pas, La République En Marche, vous en a fait la proposition. Vous avez répondu que ça dépendrait de la tête de liste encore inconnue jusqu'à hier soir. Même si sa candidature n'a pas encore été entérinée. C'est tout comme Nathalie Loiseau, l'actuelle ministre des Affaires européennes, s'est dit prête à conduire la liste de la majorité sur le plateau de l'émission politique face à Marine Le Pen. Ça, c'est le nom que vous attendiez pour y aller, éventuellement ? En tout cas, ça n'est pas un nom rédhibitoire. Mais attendons que les choses s'officialisent. Et si elles s'officialisent très prochainement ? Si on me refait la proposition, la réponse sera très vraisemblablement oui. Voilà, elle vous a convaincu hier, elle vous a convaincu depuis un an par son action. Nathalie Loiseau, elle porte l'action, elle est le visage européen du gouvernement Édouard Philippe. Est-ce qu'elle a pour vous une vision pour l'Europe ? Écoutez, il y a quelque chose de très particulier et très neuf pour une secrétaire d'État aux affaires européennes chez Madame Loiseau. C'est qu'elle est extrêmement combative. La plupart de ses prédécesseurs et prédécesseuses, si on dit ça comme ça, je ne sais pas, je m'y risque, étaient beaucoup plus discrets, beaucoup plus techniques. Or, elle allie une compétence technique que tout le monde lui reconnaît et qui est vraiment grande, qui est vraiment grande, et un punch. Un punch dans la polémique et la défense de l'ambition européenne. Et en ce sens, oui, elle a quelque chose de très singulier. Vous avez dit aussi, Bernard Guetta, que pour être candidat, vous voudriez d'abord connaître l'identité politique de la probable future tête de liste. Quelle est pour vous son identité politique ? On va parler idées, on va essayer de comprendre quelles peuvent être les lignes de fracture aussi dans le débat public et politique européen. Quelle est l'identité politique d'une Nathalie Loiseau ? Qui vient du centre droit, c'est quelqu'un qu'on aurait pu dire juppéiste ou quelque chose comme ça. Elle m'a surpris hier soir parce que elle a fait plutôt, il est vrai que c'était face à Madame Le Pen, mais elle a fait plutôt un début de campagne à gauche, en tout cas assez social. Je m'attendais à quelqu'un de plus modéré dans ses prises de position sur le fond, et elle était, en tout cas je l'ai perçue comme ça, beaucoup plus centre-gauche que centre-droit. Alors libéral, social, là on est encore sur des grilles de lecture assez nationales, en termes d'identité européenne. Quel projet porte-t-elle pour vous ? Mais je suis toujours très mal à l'aise avec cette expression de projet européen. Car pour moi, l'ambition d'unité européenne, ce n'est pas une question de projet, c'est une question de nécessité absolue. Nous vivons dans un monde, nous autres Européens, ceux de l'Union européenne, je veux dire pas ceux du continent, où nous sommes entourés, c'est simple, à l'ouest par un allié américain qui est en train de nous lâcher totalement en refermant le parapluie américain et en ayant entrepris le démantèlement de fait de l'Alliance Atlantique. À l'Est, nous avons un revanchisme de M. Poutine qui s'exerce non seulement en Ukraine, ça nous le savons, mais aussi avec une pression militaire constante sur les pays baltes qui est de plus en plus inquiétante, de plus en plus gênante. Nous avons au sud les chaos des mondes musulmans, parce qu'il n'y a pas un monde musulman, il y a des mondes musulmans très différents et très contradictoires. Et puis, dernier point,
nous avons en face de nous des entreprises multinationales, notamment de la nouvelle technologie, qui se rient et ne s'en cachent pas de nos réglementations, de nos fiscalités, de nos exigences sociales. Et il est bien évident que ce n'est pas en ordre dispersé que nous ferons le poids, ni face à M. Trump, ni face à M. Poutine, ni face au chaos du Sud, ni à ces multinationales, ni par parenthèse aussi à M. Xi, le Chinois. Voilà, ça c'est ce que vous écrivez dans l'enquête hongroise. C'est une des réalités pour vous aujourd'hui. Même le plus radical des souverainistes ne peut pas nier qu'on est plus fort ensemble. Donc on va parler ensemble aujourd'hui de cette Europe telle qu'elle est et de cette Europe telle qu'on pourrait l'écrire tous les trois à travers aussi quelques-uns de vos choix de lecture. Perdre votre indépendance, Bernard Guetta, pour mettre votre engagement européen au service d'une ligne, d'un parti, ça ne vous inquiète pas? Parce que vous nous avez donné un petit oui à l'instant, enfin voire un gros oui. Si on me le repropose, j'irai, je serai candidat pour l'eurodéputation. Attendez, comment ça, perdre mon indépendance? Journalistique. Mais enfin, voyons, bah oui. Mais non, il y a 30 ans exactement, depuis 89, depuis la chute du mur, que la cause de l'unité européenne est ma cause première. Et si je m'engage un peu plus encore que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant pour la défendre en allant, du moins je l'espérerais, au Parlement européen, ce serait une perte d'indépendance. Je dirais que ce serait de la conséquence, un esprit de conséquence de ma part. Depuis 30 ans, votre cause première, c'est quand même l'information et l'objectivité aussi, non ? Comme journaliste. Alors, pas du tout. Pas du tout. Pas okay. du tout. Vous je n'ai déjà... jamais été un journaliste. Je n'ai jamais été un journaliste objectif, se revendiquant de l'objectivité, car l'objectivité, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce qu'est l'honnêteté. Ce qui est une chose absolument différente. Mais j'ai toujours été dans ma vie de journaliste, pas seulement au micro d'Inter, quand j'étais au Monde correspondant en Pologne ou correspondant en Union soviétique, je ne disais pas que j'étais, entre le pouvoir du général Jaruzelski et Solidarité, objectif. Alors là, pas du tout. J'étais absolument engagé du côté de la liberté. Je suis un journaliste, du moins, je l'espère, je le crois. Comment dire, je m'essaye à l'être ardemment. Je suis un journaliste, je crois, vraiment parfaitement honnête, mais objectif, non. Je suis un journaliste engagé. Bon, l'objectivité n'est pas tout à fait la neutralité ou le 50-50 pour tout ce qui est en train de se jouer. L'objectivité, alors, c'est l'honnêteté. On va voir comment. C'est l'honnêteté. Est-ce que ça vous va comme définition, Tatiana Ventose et Salomé Saké, vous qui pratiquez aussi une forme nouvelle de journalisme, ou renouvelée ou repensée telle que vous le désirez l'une et l'autre? Tatiana Ventose. Nous, c'est clairement une des bases sur lesquelles on s'est construit, c'est-à-dire être honnête sur le fait qu'on ne peut pas être objectif, d'assumer d'avoir un point de vue et ne pas le nier. Par contre, il y a une différence entre être honnête et assumer de ne pas être objectif, ce qui est quand même déjà un petit souci au niveau des médias, on va dire traditionnels, qui nous vendent en fait leur papier, leur médium, comme étant de l'objectivité. Mais il y a une différence entre ça et tenter de convaincre du bien fondé, d'une idée, d'une idéologie. Il y a une différence entre être, on va dire, honnête sur ce qu'on pense et le promouvoir comme étant la vérité absolue. Et j'ai un petit peu l'impression que, pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'Europe, il y a quand même, à titre personnel, j'ai l'impression que énormément de médias, de journalistes et d'experts se sont fait les porte-voix d'une Union européenne qui ne protège plus, qui peut-être n'a jamais protégé puisque ce n'était pas son but, les porte-voix d'une Union européenne qui impose la démocratie à coup de rejet de la démocratie et de la parole du peuple, qui impose une stabilité via des mécanismes européens de stabilité, mais qui crée le chaos et l'instabilité absolue en détruisant des pays comme la Grèce ou l'Espagne. Voilà, les médias se sont fait un petit peu les porte-voix d'une pseudo-Europe de la paix, mais qui au final crée le chaos. Et il y a une forme de décalage en fait entre ce qu'on entend, ce qu'on nous vend sans arrêt dans les médias et par la bouche des politiques aussi,
à savoir l'Europe de la paix, on ne veut plus répéter les erreurs. Arrêtez de dire les médias, Oui, ça ne veut rien dire. Il y a des médias différents. Est-ce que vous croyez que l'Europe que je défendais, et que je vais continuer à défendre d'une autre manière, je l'espère, mais que je défendais dans mes éditoriaux d'Inter, était l'Europe de M. Sarkozy ou l'Europe aujourd'hui de M. Vauquier? Absolument pas. Quelle est la différence avec l'Europe que nous avons aujourd'hui, en fait? Il Quelle est la y a différence des entre quoi et traités quoi qui ont été passés, qui ont complètement nié la parole souveraine du peuple français, qui ont institué l'absence de démocratie comme étant une base sur laquelle est censée se construire l'Europe de la paix et de la démocratie. Quelle est la différence entre l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe de M. Sarkozy et l'Europe de M. Mitterrand? L'Europe de M. Sarkozy, par exemple, acceptait et applaudissait aux exigences économiques et budgétaires de l'Allemagne, ce que je n'ai jamais fait. Je l'ai critiqué et je continue à les critiquer. Quand je parle en fait de ce qu'on entend dans les médias, c'est pas une attaque personnelle. Non mais c'est vrai que les médias ne veulent rien dire. En fait, je pense que voilà, mais on peut enlever ça. Vous voulez dire les médias traditionnels, vous voulez dire certains médias. Ben, c'est ce que vous avez dit. Voilà, là-dessus on peut entendre. On a l'impression d'entendre sans arrêt en fait un discours. D'accord. Donc vous voulez être une voix dissonante, une voix différente. C'est aussi ce que vous pratiquez. En fait, j'aimerais qu'il y en ait. C'est pas la même chose. Voilà, Tatiana Ventose, juste pour comprendre, Bernard Guetta, s'il vous plaît, à 30 ans, vous êtes passé par le parti de gauche, Tatiana Ventose, par l'enseignement de l'anglais au collège, vous avez quitté les appareils partisans. Vous pensez aujourd'hui qu'on fait plus efficacement de la politique sur YouTube que dans un parti? Vous pensez aussi, avec votre émission, Fil d'actu, pouvoir peser sur la campagne, peser sur le débat d'idées? Déjà, dans la mesure où je viens de lancer un mouvement politique qui s'appelle V, forcément, je ne peux pas vous dire que c'est uniquement par YouTube qu'on fait de la politique. Il y a un moment où, si l'état des choses... En fait, la démarche qui a été la nôtre avec le Fil d'actu, parce que je ne l'ai pas créé toute seule, bien entendu, on est une équipe derrière, la démarche qui a été la nôtre, ça a été de dire... Les médias, on n'est pas satisfait de ce qu'on entend dans les médias, on n'est pas satisfait de ce discours-là qui prétend à l'objectivité mais qui n'en a pas. On n'est pas satisfait, donc on peut rester à râler qu'on n'est pas satisfait, ou alors on peut montrer qu'on peut faire aussi différemment, qu'on peut faire autrement avec les quelques moyens qu'on a. Et en politique, en fait, c'est la même chose, c'est la même démarche qui nous anime, à savoir que on n'est pas du tout satisfait de la manière dont les choses se passent, on n'est pas satisfait du chaos qui est créé, et avec en plus une instrumentalisation d'une Europe de la paix qui aurait pu être une très bonne idée, mais pour nous vendre finalement l'Europe du chaos. Donc à partir de ce moment-là, on peut effectivement rester assis à critiquer dans sa chambre sur des vidéos YouTube, mais on peut aussi faire et proposer des choses, et nous c'est ça qu'on veut faire. Cette complémentarité. Salomé Saké, vous, quelle européenne êtes-vous, puisque chacun essaye aussi de se définir aujourd'hui? Moi je suis une ancienne europhile. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai cru profondément en l'Union européenne. J'ai 23 ans, donc je suis née quasiment avec l'euro. J'ai grandi avec ça. Par exemple, j'ai jamais remis en question l'euro. Pour moi, l'Union européenne, c'est une évidence. Et ce n'était que du bon. Voilà, pendant des années, j'ai fait des études de sciences politiques. On m'a enseigné la construction européenne, à quel point ça nous avait préservé des guerres, que c'était vraiment que quelque chose de positif. Et puis, en 2016, je suis partie faire un Erasmus en Espagne, à l'Université Complutense à Madrid, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait aussi des effets extrêmement néfastes des politiques européennes, et j'ai vu finalement l'Union européenne d'un point de vue espagnol, et j'ai vraiment basculé dans mes idées à ce moment-là, parce que j'ai vu tout simplement concrètement en fait dans la réalité ce que ça voulait dire, par exemple pour les jeunes espagnols, les politiques d'austérité, quelles conséquences ça avait eu. Moi, quand on est en France, on n'avait pas à ce point cette préoccupation du chômage, même si bien sûr elle est présente, mais quand on étudie, on se dit qu'on étudie quand même pour à la fin avoir un travail. Et là, j'étais à l'université avec des étudiants qui étaient brillants, qui avaient fait des grandes études et qui disaient de toute façon je n'aurais pas de travail, parce que au moment où j'étais, il y avait 40% de chômage chez les jeunes espagnols. Donc vous ne voulez plus d'Europe, vous voulez un retour aux frontières nationales, ou vous voulez une autre Europe? Non, je voudrais une autre Europe. Non, je continue à croire que l'Europe est possible. Je continue à croire que effectivement l'unité européenne elle est importante. Mais aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'on la connaît, les politiques européennes telles qu'elles sont menées, pour moi c'est effectivement plus néfaste que bon. Et il faudrait tout transformer, tout refonder, pour moi en tout cas, pour arriver à l'Union européenne qui serait positive. Bernard Guetta, est-ce que vous êtes aussi sur cette idée d'une Europe qui mérite d'exister, qui est là, qui fait nos vies,
qui est indispensable, mais qu'il faut profondément transformer de l'intérieur jusqu'au sommet, avec cette absence de démocratie qu'évoquait notamment Tatiana à l'instant. Essayons de fixer le vocabulaire. L'Europe, c'est le continent. L'Union européenne, c'est un certain nombre de pays du continent européen. Ce n'est pas l'Union européenne qu'il faut refonder, ce sont ces politiques qu'il faut changer. Quand nous ne sommes pas contents, en France ou en Allemagne ou en Italie, des politiques menées par le gouvernement du moment, en Italie, enfin à Rome, à Berlin ou à Paris, personne à ma connaissance, ne dit il faudrait sortir des frontières nationales françaises, allemandes ou italiennes, ou même refonder, qu'est-ce que ça veut dire la France, qu'est-ce que ça voudrait dire la France, l'Allemagne ou l'Italie. On dit non, on dit, et c'est logique, et c'est ce que je fais, il faut changer les politiques de ce pays, en l'occurrence de l'Italie, certainement, de l'Union européenne, aujourd'hui, oui. Comment est-ce qu'on fait pour changer les politiques de l'Union européenne dans un ensemble qui est une démocratie absolue, totale, évidemment critiquable. On va ouvrir le débat tout de suite, mais je continue. Comment est-ce qu'on fait dans une démocratie pour changer les politiques? Eh bien, on change les gens qui décident. Qui sont les gens qui décident? Contrairement à ce que martelait si invraisemblablement Madame Le Pen hier soir encore à la télévision, ce n'est pas la Commission européenne qui décide, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des 27, 28 si la Grande-Bretagne restait, sait-on jamais, mais bref. Et le Parlement européen, puisqu'on va voter fin mai. Oui, mais le temps passe très vite, j'essaye. On va voter fin mai pour nos eurodéputés. Est-ce que le Parlement a encore un rôle à jouer? C'est le Conseil européen et c'est le Parlement. Le Conseil européen des dirigeants que nous élisons démocratiquement dans chacun de nos pays, le Parlement européen, un Parlement que le corps électoral pan-européen élit démocratiquement aussi. Alors, il faut changer les gouvernements nationaux et il faut, si on veut changer les politiques, et il faut changer la majorité au Parlement européen. Vous avez entamé... Il ne faut pas dire refonder... Refondé. Vous avez entamé, Bernard Guetta, un tour du monde. Vous avez entamé, Bernard Guetta, un tour du monde pour essayer de partir notamment avec cette première grande étape européenne à la rencontre de cette Europe dont vous ne voulez pas, cette Europe de la politique des faits accomplis, du droit du plus fort, je vous cite, du rejet de l'autre et du chacun pour soi derrière des frontières bardées de murs et de grillages. Avant cela, vous dites avoir beaucoup lu la presse sur le temps présent, l'histoire sur les temps lointains et pour le reste, pour ce que j'avais vécu, je me suis relu moi-même pour essayer de comprendre ce que vous pensiez il y a 30 ans quand vous étiez encore grand reporter avant de devenir éditorialiste sur France Inter et pour voir ce qu'il en était aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 et nous avons un principe pour cette demi-heure ici en direct de Livre Paris, c'est repartir des livres qui comptent pour vous pour tenter de comprendre le débat d'idées aujourd'hui, le débat européen. Avec nous donc nos invités jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Et avec nous, Salomé Saké de la revue en ligne Le Vent se lève, Tatiana Ventose qui réalise une émission Le Fil d'actu visible sur YouTube et qui vient de co-écrire avec Greg Tabibian Jusqu'ici tout va très mal, antidote au chaos politique, un ouvrage qui vient de paraître chez Plon. On va commencer avec vos conseils de lecture à vous, mesdames. Tatiana, vous avez choisi pour nous aider à comprendre l'Allemagne telle qu'elle l'Allemagne, vous voyez, l'Europe telle qu'elle se joue aujourd'hui. Non, ce n'est pas un lapsus, c'est parce que le titre de votre premier essai, c'est Le couple franco-allemand n'existe pas. Un ouvrage de Coralie Delhomme, paru chez Michalon l'an passé. Juste peut-être en un mot, Coralie Delhomme, c'est aussi l'auteur de Europe, les États désunis. C'est une blogueuse, la Reine Nue. C'est aussi une éditorialiste essayiste qu'on pourrait qualifier de souverainiste de gauche. Elle estime dans cet ouvrage que, loin de former un couple avec l'Allemagne, notre pays est aujourd'hui à sa remorque. On l'écoute et je vous redonne tout de suite la parole. On s'est inspiré du modèle allemand à partir du moment où lui-même a commencé à être bouffé par le néolibéralisme, en fait. Il y avait un modèle très intégré, avec des négociations patronales et syndicales assez équilibrées, qui aboutissaient à une relative stabilité, un relatif consensus.
Et les réformes qu'a faites Gerhard Schröder en 2005, le chancelier social-démocrate, ont considérablement dérégulé le droit du travail allemand, ont généré la multiplication des jobs à 1 euro, du travail à temps partiel contraint, etc. Et c'est ça qu'on veut imiter. C'est pas le capitalisme rénant d'antan, c'est le modèle allemand d'après Schröder. On a tendance à penser que moins de droits du travail, comme ça a été le cas en Allemagne à partir de 2005, c'est plus de croissance de l'économie. Or, c'est pas du tout vrai. L'Allemagne a explosé économiquement pour des raisons qui sont des raisons autres. Insertion dans le marché unique, création de la monnaie unique avec une monnaie pour elle qui est sous-évaluée, le boom des émergents qui se sont mis à commander du Made in Germany en masse. Ce sont des éléments un peu fortuits qui n'ont rien à voir avec la déréglementation du droit du travail. Tatiana Ventose, pourquoi ce choix ? Ce choix parce que entre autres, en fait, c'est l'un des livres de Coralie Delhomme, mais j'aurais pu en citer d'autres, mais celui-là, je trouve qu'il donne à voir l'illusion du couple franco-allemand, effectivement, où tout se passerait bien, ou même l'illusion d'une Europe où tout le monde serait au même niveau, où il n'y aurait pas de rapport de force, où tout le monde défendrait le même intérêt. Le fait est que, au sein de l'Union européenne, du fait qu'on est à 28, il y a 28 cultures différentes, des langues différentes, des situations sociales, économiques, des exportations, des importations, des besoins qui sont différents au sein des populations. Et de ce fait-là, en fait, il est impossible de nier que chaque pays défend son intérêt. Et ça s'appelle pas la guerre, ça s'appelle juste des relations internationales, des relations entre les États. Et vendre un couple franco-allemand où tout irait bien, où ça se passerait bien, où on serait juste tout le temps dans la discussion, pour moi, c'est un mensonge et une hypocrisie. Il n'y a pas de politique menée par les États qui ne soit dans la défense de son intérêt. Sauf peut-être en France où où notre gouvernement est encore dans cette espèce d'illusion selon laquelle non, il n'y a pas d'intérêt étatique. Ce qu'on défend, c'est l'intérêt supranational, l'Europe de la paix, etc. Une Allemagne qui serait le maillon fort de l'Europe et surtout de ce couple franco-allemand, Salomé Saké. Une Allemagne qui aurait aussi imprimé sa marque ou son marque sur l'euro dès sa fondation. Ça nous amène vers le premier essai que vous avez choisi, celui d'un auteur que vous connaissez bien, Bernard Guetta, Jean Quatremer, journaliste à Libération, auteur d'un blog Les coulisses de Bruxelles, et il signe « Il faut achever l'euro » chez Kalman Levy. Il vient de sortir cet essai, pourquoi lui ? Eh bien parce que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une europhile déçue et ça m'a vraiment étonnée de la part de Jean Quatremer cet ouvrage parce que voilà, c'est vraiment un pro-euro, pro-Europe qui a vraiment suivi la construction européenne et qui a défendu farouchement les institutions européennes, l'Union européenne telle qu'on la connaît. Et aujourd'hui, il nous présente un livre qui nous replonge dans les méandres. Donc voilà, lui qui a tout suivi, les méandres qui ont abouti à la gestation puis à la naissance de l'euro depuis sa conception dans les années 70, son lancement le 1er janvier 1999 et sa mise en circulation 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, il livre un constat qui est assez dur, où il dit que l'euro est inachevé et que si rien ne change, cette monnaie est condamnée à sa perte. Alors là encore, il n'appelle pas à sortir de la zone euro, il n'appelle pas à quitter et à revenir aux monnaies nationales, il parle de parachever l'euro. Absolument. En revenant sur ses vices de conception et en allant aussi au bout d'une logique fédérale. Donc quand même l'europhile ou l'européiste Jean Quatremer, on le retrouve aussi dans ce qui ressemble aussi à un plaidoyer européen à travers cet ouvrage. Absolument, mais moi la partie qui m'intéresse le plus, je vous l'avoue, c'est vraiment la partie où il critique l'euro, où même lui il dit ça ne va pas, cette monnaie ne va pas, on n'a pas mis les politiques en place pour que ça fonctionne et on va arriver dans un désastre économique. Et alors je ne partage pas forcément la solution fédérale, enfin le saut fédéral en fait qu'il propose, mais il me semble que toute le fait qu'il ait pris le temps de retracer dans un ouvrage de 666 pages la construction de l'euro, la naissance de l'euro et finalement ce qu'il appelle le vice originel lié à la création de l'euro, pour moi je trouve que ça permet vraiment de comprendre voilà, ce qui ne va pas avec l'euro. Et puis il y a eu une vraie critique de l'Allemagne également. Qui rejoint. Il a des mots très très durs, j'aimerais juste dire, il a vraiment des mots durs à l'égard de l'Union européenne qui peuvent être étonnants. Il parle de pouvoir autocratique, de confiscation de la souveraineté budgétaire, de hold-up démocratique. Et si même quelqu'un comme Jean Quatremer en vient à tenir des propos pareils, voilà, il me semble que c'est intéressant et c'est étonnant. À cette déception, voire désillusion de nos deux invités, Bernard Guetta, entretenu ou nourri par d'autres éditorialistes, essayistes, est-ce que vous avez un livre à poser ?
Une remarque d'abord. Je suis stupéfait par les remarques que vous venez de faire l'une et l'autre. Pardonnez-moi, je veux pas du tout être désagréable, mais où avez-vous... Non, pas du tout, pas du tout. Je vais faire part d'une stupéfaction. Où avez-vous entendu quiconque dire que entre la France et l'Allemagne, ça avait été toujours l'amour fou et qu'il n'y avait pas de défense des deux côtés, des deux côtés d'intérêts nationaux forcément différents ou en tout cas complémentaires. Là, moi, je ne comprends pas. Regardez le dernier clip de campagne de La République En Marche pour les européennes. Mais écoutez, je le connais, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu qu'il y ait une symbiose complète des intérêts et que les intérêts soient les mêmes. Et de même que quand vous vous étonnez du dernier chapitre de Quatremer, mais Quatremer comme moi, il y a exactement 20 ans que nous disons que évidemment l'euro est complètement inachevé puisqu'on ne peut pas avoir une monnaie commune sans avoir des politiques sociales et fiscales harmonisées. C'est l'évidence même. Nous n'avons jamais cessé, lui et moi, et combien d'autres, de le marteler. Vous me laissez stupéfait. Harmoniser sur les bases du traité de Lisbonne. Je vous dis, c'était ma deuxième lecture, en fait, le traité de Lisbonne, enfin le traité constitutionnel européen, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'aller à la source, d'aller voir dans les mots de l'Union européenne quel était le projet européen. Harmoniser sur quelle base? Sur les bases obtenues et qui seront le fruit de rapports de force politique et de batailles politiques qui sont à mener. Rien ne tombera du ciel comme le petit bébé apporté par le... C'est quoi l'oiseau qui apporte le petit bébé? La cigogne, par la cigogne, merci beaucoup. Apporté, langé et parfumé par la cigogne. Évidemment que la construction de l'Union européenne est une bataille permanente. C'est comme ça qu'on nous a vendu le TCE en 2005. Mais qui vous l'a vendu comme ça, nom de Dieu? Oh non. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Personne ne vous l'a vendu. Mais non, personne ne vous l'a vendu comme la cigogne apportant le bébé. Bon, de toute façon, mais les Français ont choisi de ne pas l'acheter. Il n'a pas été acheté ce traité. Ça fait 40 ans que vous entendez comme ça, sans exercer votre esprit critique. Ça fait 40 ans que vous êtes à la télé et que vous êtes peut-être un petit peu trop déconnecté de ce qui se passe dans le pays. Justement, il a repris du terrain. Je suis à la télé, ça fait 27 ans, et c'est pas la télé, c'est la radio. Et déconnecté, Bernard Guetta, pardonnez-moi, vous l'êtes beaucoup plus que moi. Si vous permettez, surtout on se respecte autour de cette grande table. Et tout de suite, on rallume la lumière avec Stefan Zweig. Le soleil brillait vif et plein. Comme je m'en retournais, j'observais soudain mon ombre devant moi, comme j'avais vu l'ombre de l'autre guerre derrière la guerre actuelle. Elle ne m'a pas quitté à travers toutes ces années, cette ombre. Elle voilait de deuil chacune de mes pensées, de jour et de nuit. Peut-être que sa sombre silhouette apparaît dans bien des pages de ce livre. Mais toute ombre, après tout, est fille de la lumière. Vous avez choisi 3 livres, Bernard Guetta, juste celui de Stefan Zweig, Le Monde d'hier, Souvenir d'un Européen. Pourquoi celui-là? Écoutez, je voudrais mentionner très rapidement les livres de Nicolas Wilde, qui est à la fois un dessinateur et un géopoliticien absolument remarquable. Je vous recommande ces bouquins. Je voudrais vous recommander le bouquin d'Henri Weber sur Jeunesse rebelle. C'est toute l'histoire d'une génération et comment est-ce qu'on en arrive là. Henri Weber, ancienne figure de mai 68, c'est aussi un livre sur la désillusion, Jeunesse rebelle, absolument, publié chez Robert Laffont. Merci. Pourquoi est-ce que je veux parler vraiment beaucoup d'un grand classique qui est Le Monde d'hier, Mémoire d'un Européen de Stefan Zweig? Parce que quand j'étais en Autriche pour le bouquin que je publie, en Autriche, en Hongrie, en Autriche aussi d'ailleurs, et en pour Italie, le bouquin en que Pologne. je publie dans une semaine, L'enquête hongroise, j'ai constaté à ma stupeur absolue une nostalgie consciente ou inconsciente, mais extraordinairement forte, de la quiétude des temps communistes. Et j'ai immédiatement repensé à la nostalgie qu'exprime Zweig dans Le Monde d'hier de l'empire des Habsbourg. Non pas parce qu'il aurait été un admirateur fanatique de la famille des Habsbourg, de l'empire, etc., mais parce que c'était un monde stable qui avait précédé un monde de chaos, et lequel, celui des années 30 et celui
de la montée du nazisme. Et ce même type de nostalgie, je l'ai retrouvé à la fois dans des anciens pays communistes comme la Pologne et la Hongrie, et dans des anciens pays dits de ce qu'on appelait le monde libre pendant la guerre froide, comme l'Autriche ou l'Italie, parce que là, c'est la nostalgie des 30 Glorieuses, de la reconstruction d'après-guerre, et que nous avons aujourd'hui dans toute l'Europe et en vérité dans tout le monde, dans le monde entier, la nostalgie d'un monde peut-être injuste, peut-être pauvre, etc., mais stable et rassurant. Et parce que nous avons peur de tout aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, vraiment beaucoup d'entre nous, se tournent vers les extrêmes droites et les partis de l'ordre. Relisez donc, c'est surtout, ce qui se passe en Italie aujourd'hui, par exemple, c'est le résultat direct de l'absence de prise de conscience de ce que fait l'Europe dans le réel. Le monde d'hier, c'est bien gentil. Moi, je vous parle du monde d'aujourd'hui, en fait, Monsieur Guetta. Et vous nous dites, personne vous a vendu le TCE comme étant le bébé apporté par la cigogne. Mais si, vous, je me souviens de vos chroniques. Alors absolument pas. Lisez-les, mais absolument pas. J'ai écrit un bouquin il y a 4 ans sur l'Europe dont les premiers mots étaient « peut-être est-il trop tard ». Et c'était une descente en flamme, comme il y en a peu, du fonctionnement et des politiques de l'Union européenne. Voilà, Tatiana Ventose, est-ce qu'il y a un livre pour vous aujourd'hui, un livre d'hier ou d'aujourd'hui, qui parle de cette Europe que vous souhaiteriez voir advenir? Justement, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. En fait, c'est pas exactement un livre, c'est les traités, en fait. Lire les traités. Il n'y a rien mieux que d'aller à la source pour se faire une idée de ce que sont... Enfin, moi, j'avais pas d'a priori... Des traités qui ne sont pas représentatifs de l'Europe que vous voulez voir. Notamment celui de 2006. C'est surtout qu'ils ne sont pas représentatifs de ce qu'il faudrait faire, en fait, pour respecter la souveraineté des États, pour que chacun ait le contrôle et de sa politique monétaire, de sa politique économique, de sa politique sociale. J'ai pas de problème avec l'Europe par principe, c'est pas le souci. Le problème, c'est l'Europe qu'on nous a vendue. Et qui ne fonctionne pas, qui brise des vies, qui ruine des pays en entier. Voilà, donc il faut la reconstruire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Salomé Saké, merci à vous Tatiana Ventose. Vous aviez d'autres choix, Salomé, on les met en ligne sur le site de la Grande Table sur franceculture.fr. Merci beaucoup Bernard Guetta d'être passé autour de cette Grande Table une semaine avant la sortie du premier volet de votre tour du monde, l'enquête hongroise puis polonaise, italienne et autrichienne qui paraîtra chez Flammarion. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission et notamment à la réalisation aujourd'hui Sonia Le Glen qui a passé toute la semaine avec nous avec Élise Leu et merci à toutes les équipes techniques de Radio France présentes ici au Salon du Livre.